Faire un colloque sur une nouvelle pratique philo, et en particulier à la philosophie avec les enfants, bon, ça serait dommage qu'on parle de la philosophie avec les enfants sans les enfants. Donc l'idée, c'est d'accueillir des enfants. Bonjour les enfants. Et donc, on va avoir l'atelier philo, que moi j'appelle discussion à visée démocratique et philosophique. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va peut-être organiser un petit peu, disons, l'espace, ce qui fait qu'actuellement, il y a 2 chaises en trop. Donc, ces chaises, on va les enlever, si c'est possible. Ça permettra des gens de s'asseoir. Donc, vous pouvez les enlever. Il faut vraiment laisser le passage là. On me l'a rappelé tout à l'heure pour le problème de sécurité. UNESCO est extrêmement exigeante sur le problème de sécurité. Voilà. OK. Et puis ensuite, on va un peu rééquilibrer. Et j'aime pas les trous, quoi. Donc, Gabriel, décale-toi sur le côté. Je vais te décaler, ainsi que Cormac. Cormac, tu vas te décaler là. Et je suis en train d'installer l'espace. L'espace est extrêmement important parce qu'il structure le réseau de communication. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, donc il y a... J'appellerais ça la co-animation. Donc la co-animation, une présidente de séance, un animateur, un reformateur, un secrétaire, donc Arthur, un bon secrétaire. Et puis ensuite, il y aura une observatrice, Oriane, qui est là. Super. Donc vous voyez que les enfants et les autres sont des participants. Hein. Voilà. Donc comment les choses vont... Super. Moi je peux éventuellement, restant toujours ici, rester là, et puis l'autre micro le fera circuler. Donc comment les choses vont se passer en plusieurs phases, si vous voulez. Là on est dans une phase d'installation dans le dispositif. Et vous voyez, je suis très attentif à l'espace. Donc nous sommes... Merci beaucoup. Nous sommes donc en rond. Comme ça, chacun voit tous les autres, d'une manière équilibrée, de manière à ce que ça fasse un peu une espèce de cocooning, là. Voilà. Tout le monde voit, comme ça, tout le monde. Nous avons un micro. Alors, il y a un micro pour l'animateur et la présidente. Ça, c'est notre micro commun. Hein. Toi, tu diras qui est derrière. D'accord. Donc, tu choisiras. Et puis ensuite, moi, je demanderai de temps en temps donc, au formulateur qui redise un petit peu disons, ce qui a été dit. Pendant ce temps, donc, Arthur prend un certain nombre de notes. Et il y aura donc ce temps d'installation qu'elle est en train de faire et qu'on formalisera un peu en demandant aux élèves concernés quel est leur métier, quel est leur cahier des charges, on va bien voir si pour chacun un petit peu disons dans son rôle. Puis ensuite, j'introduirai disons le débat. On aura une première phase du débat. Présidence, reformulateur, synthétiseur. Et puis à peu près à la moitié du temps, on intervertira un certain nombre de rôles. Par exemple, Zélie deviendra à ce moment-là présidente, etc. etc. Alors c'est important de faire tourner les rôles de manière à ce que chaque enfant puisse expérimenter le maximum de rôles. Évidemment, pour des séances, je tournerai un petit peu dans différents rôles. Pourquoi faire tourner les rôles? Parce que chaque rôle développe une compétence particulière. Par exemple, le reformulateur, qui est aux toilettes. Donc le reformulateur développe 3 compétences. Être attentif à quelqu'un qui parle, l'écouter, essayer de comprendre ce qu'il a dit, c'est une deuxième compétence, parce qu'on peut très bien écouter quelqu'un sans le comprendre. Et la troisième compétence, c'est être capable de redire ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu. On peut très bien avoir compris ce qu'on a entendu sans être capable de le redire. Donc il y a, si vous voulez, donc, développé par le reformulateur, ils ont 3 compétences.
Donc la présidente développe un certain nombre de compétences aussi, à savoir gérer démocratiquement un groupe. C'est une compétence sociale qu'on pourra utiliser dans la suite, dans sa profession, par exemple. Bon, voilà, la vie associative, une compétence sociale, gérer démocratiquement un groupe. Et elle animera selon un certain nombre, disons, de règles. Donc ces règles sont peu nombreuses, mais elles permettent au maximum d'élèves, disons, de s'exprimer. Il y aura la première règle, c'est de lever la main quand on a envie de parler. Quand vous avez envie de dire quelque chose, je lève la main. À ce moment-là, la présidente, disons, m'enregistre, et puis ensuite, elle me donnera donc la parole. Deuxième règle, la parole est donnée dans l'ordre dans lequel elle est demandée. C'est-à-dire, toi, tu as ta petite liste, et au fur et à mesure, donc, tu donnes la parole aux gens que tu as marqués, qui sont sur ta feuille. Une troisième règle, c'est au bout d'un certain temps, ça c'est moi qui le ferai, éventuellement, demander à des élèves qui ne se sont pas encore exprimés s'ils ont quelque chose à dire. Parce que l'idéal, c'est que tout le monde s'exprime. C'est ça la démocratie. On a envie du maximum de points de vue. Et la cinquième règle, c'est qu'on n'est pas obligé de parler. Et le simple fait d'avoir une règle où on n'est pas obligé de parler, ça désinhibe la parole et ça permet à des gens qui n'auraient pas parlé de parler, paradoxalement, parce qu'ils ont le droit de ne pas parler. Donc ces règles ont été combinées, testées, etc., de manière à trouver la meilleure combinaison possible pour qu'il y ait le maximum d'élèves qui puissent s'exprimer. Donc le secrétaire de séance, alors pour le moment c'est Arthur, tout à l'heure ce sera Gabriel. Comme le reformulateur il écoute, il essaie de comprendre, mais par contre, lui, il note, il prend en note tout ce qui est en train de se dire, les idées essentielles, tu vois. Tout ce qui permettra de répondre à la question, à ce moment-là, disons un petit peu, tu le marques, et puis ensuite, tu nous en rends compte à la fin. Voilà, tu fais une petite brève intervention pour nous expliquer un petit peu les idées essentielles qui se sont dégagées donc, du débat. Voilà. Alors moi, mon rôle, c'est un rôle d'animation. C'est-à-dire j'ai une espèce de boîte à outils, là, et je sors petit à petit, en fonction du kairos, c'est-à-dire des opportunités, le geste professionnel, donc de l'animateur philosophique, qui me semble le plus pertinent. Par exemple, poser des questions à la cantonade, pour poser des questions plus précisément donc, à des enfants, ou remarquer qu'il y a des points de vue contradictoires, les mettre en vis-à-vis un petit peu pour qu'il y ait de l'argumentation, ou demander de préciser, ou de synthétiser au bout d'un petit moment ce qui a été dit. Alors que le reformulateur, c'est à court terme, la reformulation d'un moment, si vous voulez, donc ça, c'est à moyen terme. Voilà un petit peu. Je joue l'heure, mais bon. J'espère que je vous apprends maintenant un certain nombre de choses. Oui, Isabelle ? Comment ? Ça va durer combien de temps ? Alors, ça durera 2 temps. Donc, un premier temps où, avec certains rôles, voilà. Et puis ensuite, après, on changera les rôles, et le tout devrait durer à peu près 1 heure. Voilà. Ça va ? C'est pas trop long ? Super. Bon, c'est presque 11 heures, donc on peut estimer à ce moment-là, disons qu'on peut peut-être, commencer. Et alors pour commencer, moi je voudrais remercier Yves Herbel, qui est le directeur de l'école La Source, de travailler donc avec moi, avec cette classe, etc. Et de dire quelques mots peut-être pour contextualiser donc, cette intervention. Bonjour. Oui, juste 2-3 mots pour préciser que les enfants qui sont là, c'est la moitié d'une classe. On fait toujours les ateliers en demi-groupe, donc c'est le dispositif qu'on choisit. Donc il y a là un peu plus de la moitié de la classe qui est là. Oui, les enfants ont déjà fait 2 ateliers. Donc là, pour eux, ça va être le 3e. Donc ils ont un peu de pratique. Et simplement aussi pour vous dire que ce sont des enfants de CM2 dans une école où ils ont l'habitude d'avoir des dispositifs de prise de parole. Donc il y a ils ont commencé par des quads neufs, des conseils de coopératives dans les classes. Donc c'est-à-dire ce dispositif, cette organisation d'avoir un président, un secrétaire, pour eux c'est tout à fait classique, c'est pas une nouveauté, quoi. Donc il y a une certaine compétence année après année qui se sont développées. Voilà. Je laisse les enfants maintenant. Merci Yves. Vous
savez exactement de quoi on va parler là, ou pas du tout? Non. On va parler d'un sujet certainement qui va vous intéresser, puisque vous êtes dans l'école. C'est qu'est-ce qu'un bon maître? Qu'est-ce qu'une bonne maîtresse? Voilà. Voilà, donc le sujet, c'est certainement, ouais, je vois qu'il y a des réactions diverses et variées, quand même. Donc voilà, bon, vous avez chaque année, hein, depuis le CP, donc un maître ou une maîtresse, peut-être que des maîtresses, ou que des maîtres, etc. Je ne sais pas exactement, donc en fait, donc, il y a une certaine, disons, variété. Et donc vous avez dû vous faire, au fur et à mesure de votre scolarité, une représentation, on va dire, quelque chose qu'on a dans la tête sur qu'est-ce que c'est qu'un bon maître ou une bonne maîtresse, et puis peut-être aussi qu'est-ce que c'est qu'un maître ou une maîtresse qui n'est pas un bon maître ou une bonne maîtresse selon vous. Voilà. Alors, si vous répondiez à la question suivante, donc qu'est-ce qu'un bon maître, qu'est-ce qu'une bonne maîtresse, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Alors on ne répond pas tout de suite. On va fermer les yeux quelques instants, et puis je me fais dans la tête ma réponse. Pour moi, un bon maître, une bonne maîtresse, c'est... Voilà, je me fais une phrase là, en fermant les yeux. Vous avez un peu une phrase dans votre tête, un bon maître, une bonne maîtresse, c'est... Oui. Voilà, donc le débat est ouvert, et c'est Manon maintenant qui va être présidente de séance. Juliette, pour moi, un bon maître, une bonne maîtresse. Alors, je vais faire circuler le micro, je vais garder donc celui-ci. Voilà. Alors, j'ai remarqué qu'on ne le met pas sur sa bouche, hein, donc on vous entendra de toute façon, donc là ça va bien, à la distance à peu près. Oui. C'est bon là? On t'écoute, Juliette. Pour moi, un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui apprend, mais d'une manière que les enfants comprennent et apprend plus facilement. D'accord. Tu peux nous dire, Arthur, la première idée qui vient d'arriver? Lucas. Ah, c'est Lucas. D'accord. Pour Juliette, une bonne maîtresse, c'est nous apprendre des méthodes qu'on pourrait comprendre plutôt bien et pour qu'on apprenne mieux. Pourquoi, donc, Juliette, tu as avancé cette définition? Tu pourrais dire, voilà, je pense que c'est ça, parce que... Parce que souvent, on apprend toujours mieux quand on comprend et donc on avance mieux dans la scolarité. Est-ce que vous êtes d'accord avec la première définition que Juliette vient de donner? Oui. Alors, si vous êtes d'accord, vous levez la main, vous dites pourquoi. Célia, je suis d'accord parce que apprendre avec une méthode qu'on comprend, c'est plus facile. Voilà. Oui, tu donnes un argument, hein, à savoir que c'est plus facile d'apprendre donc avec une bonne méthode. Isabella? Moi, je suis d'accord avec elle parce que quand tu apprends avec une méthode que tu comprends pas, quand tu comprends pas, c'est plus dur et du coup, tu apprends moins bien. Et tu apprends peut-être un truc, mais tu comprends pas pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. Donc, ça aide à comprendre, mais donc c'est plus facile. Hein? Oui. Zélie? Pour moi, un bon maître, une bonne maîtresse, c'est un adulte qui est responsable, qui aime les enfants
qui sait bien apprendre et qui connaît les matières, etc. Parce que si y a un maître qui ne connaît pas les matières et tout ce qu'il doit nous apprendre, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre quelque chose que même toi tu ne connais pas. Du coup, c'est bien que quand les maîtresses ou les maîtres ils savent ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ton intervention. Tu peux nous redire un peu ce qu'elle a dit? Pour Céline, une bonne maîtresse ou un bon maître, c'est qu'ils savent comment expliquer pour apprendre et qu'ils savent les matières. Parce que, par exemple, si les maîtres ou maîtresses ne connaissent pas la multiplication, c'est plus dur d'apprendre avec un maître qui ne connaisse pas cette matière. Et tu avais dit encore des choses, Zélie, au début de ton intervention? Oui, que c'était un adulte responsable responsable de tout ça. Donc un bon maître, une bonne maîtresse, ça c'est un adulte responsable. Hein? Tu avais dit encore autre chose? Oui, qui aime les enfants, qui aime apprendre des choses à d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui aime les enfants. Hein? D'accord. Gabriel. Gabriel, quelque chose. Gabriel, retire ta capuche. Donc, pour moi, un bon maître, c'est quelqu'un qui est impartial, parce que si le maître il est partial, eh bien, il y a des enfants qui vont se sentir moins bien, qui vont apprendre plus difficilement. Quelle est l'idée là? Je sais pas. Voilà. Lucas nous dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire impartial. Qu'est-ce que ça veut dire, impartial? Donc, être partial, ça signifie être tout le temps pour une personne. Par exemple, dire tout trop. Par exemple, une personne qui fait un concours et il le juge et il choisit tout le temps dans les premières positions ses amis. C'est une personne partiale. Quelqu'un qui privilégie ses amis, par exemple, à d'autres personnes dans un concours. C'est ça l'exemple que tu donnes? Oui. Donc impartial, on pourrait le remplacer par d'autres mots éventuellement. Pierre. Pour moi, un bon maître, c'est quelqu'un qui sait apprendre d'une bonne manière et voilà. Donc là, tu rejoins donc l'idée de Juliette du début, c'est quelqu'un qui a une méthode, une bonne méthode pour faire apprendre à ses élèves, Oui. par laquelle ils apprennent donc plus facilement. Hein? C'est Oui. l'idée de Juliette, vous êtes d'accord tous les deux? Ok. Tout à l'heure, on parlait d'impartial, tu ne comprenais pas. Moi, je proposerais un mot, par exemple. Mais peut-être que vous en avez un. Je n'interviens pas. Je donne la parole. Cormac. Non, c'est pour notre Alors, Léno. impartial, on pourrait remplacer par chouchou. Par un chouchou, la personne préférée, l'élève préféré. ah, celui qui n'a pas de chouchou, c'est ça que tu veux dire? Oui, je veux dire partial, on peut le remplacer par un chouchou. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas de préférence entre ses élèves. Oui. Mais qui les considère un peu à égalité, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Isabella. Pour moi, une bonne maîtresse, c'est aussi un maître ou une maîtresse qui connaît un peu chaque élève et qui sait la méthode qui est la plus simple pour chaque élève. Par exemple, chaque enfant va avoir une méthode plus simple pour lui. Par exemple, moi j'ai une méthode que je trouve simple, mais peut-être que Juliette ne trouve pas simple. Et pour moi, une bonne maîtresse, c'est aussi ça. Et c'est aussi quelqu'un qui aime les enfants, qui aime apprendre, qui est gentil, mais pas
trop gentil, parce que s'il est trop gentil, les enfants ils vont tout apprendre avec de la gentillesse et tout, ils vont peut-être pas bien apprendre. Donc il est gentil mais un peu sévère quand même. Et voilà. Il y a plusieurs idées là. Ce qu'elle veut dire un peu Isabella, c'est qu'il faut apprendre, mais quand on ne comprend pas, il faut être des fois un peu sévère pour mieux comprendre et pas apprendre dans la gentillesse parce que sinon on ne va pas trop apprendre des trucs et voilà. Voilà, donc la première idée c'est, disons, être gentil, mais pas que gentil. Il faut être un peu sévère, disons aussi. Mais il y avait encore une autre idée qu'elle avait dit juste avant. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Bon, qu'est-ce qui se souvient de la première idée d'Isabella? Juliette sa première idée, c'était qu'on apprend tous d'une manière différente, parce qu'on est tous différents. Et donc l'idée d'Isabella, c'est-à-dire qu'un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui n'applique pas forcément la même méthode pour tout le monde, Oui, mais qui connaît la façon dont tel ou tel élève apprend plus facilement. oui, c'est ça. Donc il différencie un petit peu ses méthodes. Oui. Ok. Donc un bon élève, ou une bonne maîtresse, ou un bon maître, c'est... Madame Cormac voulait dire quelque chose. Cormac, pour moi, un bon maître ou maîtresse, c'est quelqu'un qui aide les enfants à, aimer à apprendre. Par exemple, tu as quelqu'un avec une méthode si simple que même une fourmi peut comprendre. Je vais pas prendre d'exemple. Enfant A adore apprendre, enfant B déteste apprendre. Enfant A va sûrement réussir, mais la plupart du temps, l'enfant qui n'aime pas trop n'est pas motivé à prendre 3 heures, des heures à écrire et avoir plusieurs erreurs. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui doit t'aider à savoir qu'apprendre c'est important et c'est bien à aimer, quoi. Quelle est l'idée là? C'est d'apprendre en aimant. Parce que, par exemple, si on n'aime pas apprendre, parce que tu dois faire des lignes et des lignes, c'est pour un peu simplifier. Et ce que je pense qu'en maths, c'est qu'il faut aimer apprendre pour mieux réussir. Oui, donc c'est quelqu'un qui fait aimer finalement donc, les différentes, disons, matières. Hein, oui. Célia? Pour revenir un peu sur le sujet partial ou impartial, je trouve qu'on pourrait remplacer par exemple, être partial, c'est-à-dire être juste, et être impartial, c'est ne pas être juste. Préférer... Oui, c'est l'inverse. Je crois que j'ai embrouillé les choses. Et... voilà, parce que si on n'est pas juste, la vie n'est pas juste. Donc, pour clarifier un petit peu, disons, pour Arthur, Gabriel disait qu'un bon maître, c'est un maître impartial. Et actuellement, Célia dit, on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de chouchou, c'est une façon de s'exprimer. Et là, tu viens de dire, un bon maître, une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui est juste. C'est-à-dire finalement qui ne fait pas de préférence, qui traite à l'égalité tous ses élèves. D'accord. Éléonore? Pour moi, un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est une personne qui aime enseigner, qui est impartiale et qui est... voilà. C'est intéressant parce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui aime finalement, disons, ce qu'il fait, mais qui fait aimer aussi, disons, ce qu'il apprend. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, disons, très affectif là-dedans. C'est Léno, j'arrive pas à voir ton prénom, excusez-moi. Léno, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, Léno? Tu n'es pas obligé, tu as envie de dire quelque chose, c'est bon. C'est comme tu veux. Tu as quelque chose à dire? Donc Léno a quelque chose à dire. C'est le seul qui n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Mister Léno.
Pour moi, un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui aime faire apprendre à ses élèves et aime apprendre avec ses élèves, qui est impartial, qui est gentil mais quand même assez sévère, qui fait aimer les matières qu'elle enseigne à ses élèves pour qu'après ils aiment ça. Et voilà. Très bien, Léno. C'est intéressant ce que tu viens de faire. C'est un exercice qui est difficile, c'est-à-dire d'essayer de donner une définition en tenant compte un petit peu de tout ce que les uns et les autres, disons, ont dit. Donc, un bon maître ou une bonne maîtresse, il a un certain nombre de caractéristiques. Au fur et à mesure, on est en train d'explorer et on trouve un certain nombre, disons, de caractéristiques. On peut les appeler des attributs, parce que c'est ce qu'on attribue donc à la personne. Et toi, tu as essayé de donner une définition synthétique, c'est-à-dire qui reprend tout ce qui a été dit. Et bien, c'était bien que tu parles. Isabella. Pour moi, être impartial, c'est aussi être neutre. Pardon? Être neutre. Ah, alors tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un bon maître et une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire par terme neutre? Ça veut dire que, par exemple, Yves, Au hasard, Yves, au hasard. Oui. Dans tous ses élèves, il en préfère aucun, enfin dans tous les élèves de l'école, il en préfère aucun, il les aime tous à égalité. Être neutre, c'est ne pas avoir de préférence. Ou alors en avoir, mais ne pas le montrer. Par exemple, peut-être qu'il en préfère un d'élèves, mais il ne le montre pas parce que après, un, c'est pas fait juste pour les autres, et puis voilà. Alors, c'est intéressant, tu dis un bon maître, une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui doit être neutre. Et la façon dont tu dis neutre, c'est-à-dire pas avoir besoin de préférence, ça rejoint complètement ce que Gabriel a dit en disant impartial, et ce que Célia a dit quand elle a dit c'est un maître qui est juste. Hein? D'accord. Gabriel. Donc, un bon maître, c'est un bon maître ou maîtresse, c'est quelqu'un qui va essayer d'aider les enfants qui sont en difficulté. Par exemple, ne pas s'occuper plus des enfants qui sont les plus forts et laisser tomber les plus faibles, mais s'occuper un peu plus des plus faibles pour qu'ils puissent progresser. Et aussi un peu aider les enfants qui ont d'autres difficultés, par exemple les enfants qui ont du mal à se faire des amis. Alors ça, c'est une idée tout à fait nouvelle par rapport à tout ce qu'on a dit. Gabriel, il a dit qu'il a très bien entendu le début. D'accord. C'est que tu n'as pas compris ou c'est que tu n'as pas entendu? Pas entendu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Gabriel a voulu dire? Il pourrait le reformuler pour l'aider. Hein? On va essayer d'aider puisqu'il n'a pas entendu. Pierre. C'est que, par exemple, c'est pas grave, les idées ça va, ça vient, ça va revenir. On est en train actuellement d'essayer de comprendre ce que Gabriel nous a dit. Et donc je demande à quelqu'un de reformuler ce qu'il a dit. Léno. Je pense que ce qu'a dit Gabriel, c'est qu'il faut privilégier l'apprentissage des personnes en difficulté pour apprendre et plutôt pas laisser de côté, mais un petit peu moins s'occuper des élèves qui comprennent bien. Comme ça, après, ils vont tous à peu près être au même niveau.
D'accord. Ils progressent pour arriver au même niveau que les autres. Oui? Juliette? Alors on continue notre exploration. Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, la maîtresse. Je suis d'accord avec Gabriel, puisqu'il faut quand même apprendre à doser sur chaque personne. Parce qu'il ne faut pas s'occuper trop d'une personne et laisser les autres de côté. Il faut un peu donner de la nourriture. C'est un peu comme à la cantine, on doit donner un peu de la nourriture à chacun. Il ne faut pas donner toute la nourriture à quelqu'un d'autre, à quelqu'un en particulier. Et donc, pour moi, c'est ça. Et donc, un maître ou une maîtresse, ça apprend quand même à doser les enfants qu'ils ont à doser. Alors, cette question du dosage quand même est très, très intéressante. On disait que peut-être que toujours la même méthode, certains élèves vont pouvoir y rentrer, d'autres pas. Donc, il faut un petit peu diversifier, disons, ces méthodes. Et il y a donc d'individualiser, d'agir aussi selon les individus. Et Gabriel, lui, disait qu'il faut particulièrement s'occuper des enfants, disons, qui ont des difficultés, ça peut faire pour les accompagner. Isabella? Pour moi, un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est aussi quelqu'un qui essaie de comprendre quels élèves ont un peu plus de difficultés que les autres et essaye de les aider. Donc je suis d'accord avec Gabriel et aussi ce qu'a dit Juliette avec l'exemple de la cantine. Mais par exemple, ceux qui ont un peu plus de difficultés, ils vont aller en APC pour essayer de comprendre ce qu'ils n'ont pas compris en classe. Ou alors la maîtresse, elle va leur réexpliquer avec une méthode qu'ils peuvent comprendre. D'accord. Céline? Un bon maître et une bonne maîtresse, c'est aussi savoir donner des punitions justes pour les élèves et pas donner tout le temps des punitions alors qu'ils n'ont rien fait en classe. C'est pour ça que nous, on a des gêneurs. Et, On a des quoi? les gêneurs, c'est en fait des points, voilà. Des élèves qui empêcheraient, par exemple, Oui. que la punition puisse se passer. Oui. Ouais, d'accord. Qui perturbent la classe et du coup on leur donne un gêneur. Et si, par exemple, s'ils embêtent vraiment la classe, ils ont une punition, ils sortent de la classe ou des choses comme ça. Et une bonne maîtresse, si elle donne pas de punition alors que quelqu'un embrouille vraiment la classe, et ben c'est pas bien parce que après nous ça nous empêche un peu de se concentrer. Voilà. Alors ça rejoint un peu ce que disait Isabella tout à l'heure, qui disait donc un bon maître ou une bonne maîtresse, c'était quelqu'un de gentil, mais pas que gentil, qui doit être quelque part un petit peu, disons, sévère. Donc l'idée de Zélie, c'est quoi? Qu'elle soit sévère et elle donne des punitions ou des gêneurs à la juste valeur des effets que ça fait. Par exemple, si ça dérange la classe ou à enfreindre les règles de l'école, elles peuvent mettre des punitions et c'est des bons maîtres et des bonnes maîtresses. Alors, Zélie a spécifié quelque chose, hein, donc un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est qui donne des punitions justifiées, mais des punitions justes. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que c'est qu'une punition juste par rapport à une punition injuste? Si c'est, par exemple, si quelqu'un juste parle avec son camarade et qu'elle le fait sortir de la classe, ça c'est pas juste parce que il a juste un petit peu papoté. Normalement, nous on donne des gêneurs quand ça fait ça. Mais par exemple, s'il a fait mal à quelqu'un dans la cour de récré ou des choses comme ça, là c'est normal par exemple, qu'il va dans le bureau du directeur ou qu'il convoque les parents, mais s'il lui donne juste un gêneur, là c'est pas normal parce que si on se bagarre avec quelqu'un, c'est pas normal de donner juste un gêneur. Bien. Alors, jusqu'à maintenant, on a trouvé petit à petit, vous avez vu, chaque fois c'est des idées qui sont un petit peu différentes, ou alors qui vont dans le sens de choses qui ont été dites. Alors, je vais vous proposer, disons, la consigne suivante. Alors, soit je vois que pratiquement personne n'a un papier, donc vous allez le faire, disons, dans votre tête. C'est-à-dire que maintenant, vous allez tenir compte de tout ce qui a été dit par vos camarades,
Et vous allez vers une phrase dans laquelle vous allez définir ce que c'est qu'un bon maître ou une bonne maîtresse, un peu comme elle a fait Léno, disons tout à l'heure, en essayant d'intégrer le maximum de choses qui ont été dites. Donc là, je ferme les yeux. Un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est vous essayez de nous donner une définition qui tienne compte un petit peu de tout ce qu'on a dit. Prenez votre temps, vous pouvez respirer d'ailleurs. Au fur et à mesure, vous faites une phrase, évidemment la phrase sera beaucoup plus longue qu'au début, puisque vous allez ajouter un certain nombre de choses, et vous essayez de les mémoriser. On ferme les yeux, Isabella, et on se fait la phrase dans sa tête avec le maximum de caractéristiques de ce qu'un bon maître ou une bonne maîtresse. Vous avez votre phrase là dans la tête là? Bon, on va prendre quelques phrases pour voir un peu où nous en sommes collectivement de notre définition de ce que c'est comme bon maître ou une bonne maîtresse. Juliette? Un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui est impartial, qui sera pas, enfin qui sera neutre comme avec tout le monde. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui aime les enfants, parce que souvent, si on n'aime pas les enfants, bien sûr qu'on n'aura pas à être un maître ou une maîtresse, et qu'on apprend aussi à des enfants tous d'une manière différente, puisqu'on est tous différents et on n'est pas tous pareils. Voilà. Très bien. Un ou deux autres exemples. Eloda? Être une bonne maîtresse, c'est quelqu'un d'impartial, qui réfléchit à ses missions, qui aime ce qu'il fait, qui aime enseigner, et qui... Très bien, Léonore. Isabella? Pour moi, un bon maître, c'est quelqu'un d'impartial, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime ses élèves, qui aime aussi qui aime voir ses enfants, voir ses élèves apprendre bien, qui essaye de comprendre quels élèves ont un peu plus de difficultés que les autres, et voilà, et qui aussi respecte chaque élève, et voilà. Et je peux rajouter un truc. Et aussi, un bon maître pour moi, ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui essaie que les élèves n'ont pas de problème, par exemple d'amitié, n'ont pas de... Même si ça n'a pas de rapport avec apprendre et tout, il essaye que ses enfants, que ses élèves soient contents, aiment être dans cette classe, parce que s'ils n'aiment pas après le matin, quand ils se lèvent, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Et voilà. Alors, vous remarquerez une chose, c'est qu'au départ, votre première représentation de ce que c'est que une bonne maîtresse ou un bon maître, vous avez donné, disons, une caractéristique, et puis au fur et à mesure que ça, vous allez peut-être trouver une autre, vous allez donner. Mais lorsque l'additionne, disons, l'ensemble des caractéristiques que vous avez trouvées, c'est beaucoup plus riche que la représentation que vous aviez, disons, au départ, quoi. Ça montre l'intérêt, finalement, donc quand on définit, par exemple, disons, une notion, de profiter un petit peu de l'apport collectif. Et une des manifestations, c'est que la phrase que vous venez de faire
est beaucoup plus longue que finalement les phrases que vous faisiez, disons au départ. Voilà. Excusez-moi, je gère le temps et on va rentrer, on va le dire après, dans une deuxième phase où on va changer, disons, un petit peu donc, les rôles. En premier. Hein, d'accord. Donc Zélie devient présidente. Donc changez de place. Gabrielle devient secrétaire. Juliette devient reformulatrice. Et Isabella devient observatrice. Là aussi, si vous voulez, restructuration de l'espace dans le dispositif, de façon à ce que chacun ait la place de sa fonction, président, reformulateur, secrétaire, observatrice. Voilà. Alors, on va partir un petit peu de la synthèse qui a été faite dans cette première partie de Arthur. Arthur qui est maintenant... Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Arthur? Et je te redonne la fenêtre. Tiens. Et ce sera... Tu peux relire. Tiens, tu donnes le micro à Arthur. Alors Arthur, tu es donc secrétaire de séance, synthétiseur, et donc tu vas, à ta façon, donc, nous dire ce qui s'est dit dans la première partie de la séance. Moi, ce que j'ai noté un bon maître, c'est quelqu'un qui aime les enfants, mais qui est aussi responsable. Quelqu'un qui ne fait pas de favoritisme, comme être impartial. Bien connaître ses élèves, aider les enfants à aimer apprendre. Quelqu'un de gentil, mais pas trop. Quelqu'un qui aide les enfants en difficulté. Quelqu'un qui essaye de comprendre la difficulté de ses élèves. Merci beaucoup Arthur donc, pour ta synthèse. Et donc dans cette deuxième partie de notre débat, on va partir un petit peu de la synthèse d'Arthur, à la fois des définitions que vous avez vous-même données à la fin, que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, mais bon, que vous avez un petit peu dans la tête. Et alors si maintenant on se demandait ce que c'est, d'après vous, qu'un mauvais maître ou une mauvaise maîtresse. Je vois qu'il se frotte les mains, beaucoup qui lèvent la main. Oriane. Pour moi, un mauvais maître ou une mauvaise maîtresse, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que veulent dire les élèves, ou alors qui font du favoritisme quand on a besoin d'aide, qui ne viennent pas forcément nous aider. Pour moi, ça, c'est une mauvaise maîtresse ou un mauvais maître. Tu dis au début que c'est quelqu'un qui ne comprend pas les élèves. Tu peux préciser ce que tu... Vous donner un exemple? Quand quelqu'un a un problème, la personne, elle ne va pas comprendre le problème de l'enfant et il ne va pas forcément venir l'aider. D'accord. Donc, inversement, pourquoi un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les problèmes des élèves? Je comprends bien. Hein? D'accord. Lucas. Pour moi, un bon maître ou une mauvaise maîtresse ou un mauvais maître, c'est une personne qui donne des punitions alors que les enfants ne l'ont pas mérité, comme des gêneurs par exemple, et aussi une maîtresse qui a un chouchou et qui s'occupe plus de son chouchou que des enfants qu'elle a dans sa classe et qui n'aide pas les enfants qui ont besoin d'aide, qui ont des problèmes en classe. Grand-Mac. Pour moi, un mauvais maître ou une mauvaise maîtresse, c'est bizarre d'entendre sa voix, c'est quelqu'un
qui, je dirais, déteste les enfants, qui est cruel et qui fait que ça pour, par exemple, je dirais, de l'argent ou juste pour torturer les enfants parce qu'ils sont plus faibles. Parce qu'ils sont plus faibles. Et lui, il se sent plus puissant auprès de ça, quoi. Quelle est l'idée de la Juliette? En fait, il dit que, en gros, un mauvais maître, c'est quelqu'un qui n'aime pas son métier, mais qui le fait pour l'argent. Et qui n'aime pas, ou qui torture les enfants juste parce que il aime bien voir ça. Et voilà. Ça lui donne un sentiment d'importance. Et il se donne un sentiment d'importance qui peut les manipuler et comme ça. Oui, tu ajoutes l'idée de manipulation, hein? Oui, comme de marionnette. Hein? Arthur. Donc, pour moi, un mauvais maître, c'est quelqu'un qui n'aime pas apprendre aux gens des choses. Donc, imaginons que... je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, tu sais, les idées, elles vont, elles viennent, ça va te revenir. Milo. Pour moi, un mauvais maître, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'aime pas forcément les enfants. Quand tu dis c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, tu peux préciser, développer ça? Ça se trouve, il n'a même pas fait d'études pour professeur. Ça se trouve, il connaît même pas les enfants. Non. Comme dit Pierre, c'est table de multiplication. Mais qui connaît pas son métier, qui fait ça juste pour gagner de l'argent ou pour avoir pour devenir peut-être directeur pour détruire l'école au final. D'accord. Alors, vous voyez, une des méthodes pour définir une idée, là, c'est qu'est-ce que mon maître, qu'est-ce qu'une bonne maîtresse, c'est de chercher finalement donc l'idée contraire. Quoi. Parce qu'on peut découvrir des choses, par exemple, être cruel, par exemple, hein, qui est cruel, qui torture, c'est fort, hein, voilà. Mais ça aide à comprendre par opposition, par contraste, hein, ce que c'est qu'une idée, en cherchant un petit peu quelle est l'idée contraire. Alors moi, je voudrais vous poser des questions, parce que c'était, je crois, comme vous avez changé de place, oui, enfin, la personne va se reconnaître. Quelqu'un disait, il doit être gentil, mais pas trop, il faut qu'il soit aussi sévère. Et c'est quand même contradictoire, ça. Comment on peut être à la fois gentil et sévère? Vous pouvez expliquer ça? Mané. On peut être gentil et sévère quand, par exemple, pour les punitions. En classe, tu peux être gentil, par exemple, quand un élève dit quelque chose de faux, tu dis bah c'est pas grave, tu feras le mieux la prochaine fois. Et on peut être sévère aussi quand il s'agit de ne pas respecter les règles. Donc tu peux être gentil en classe. Et par exemple, si un élève fout au ballon dans les escaliers, là tu peux lui être sévère avec lui en lui disant mais tu n'avais pas le droit de faire ça, même si c'est le même élève avec qui elle avait parlé gentiment. Donc c'est comme ça qu'on peut être gentil et sévère. Voilà. Alors là, tu as ajouté même une caractéristique du bon maître ou de la bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui fait respecter les règles. Hein? Ça n'a pas été dit jusqu'à maintenant. Arthur. Oui, c'est vrai. C'est ça le travail à la chaîne. On pourrait avoir un responsable du micro qui serait chargé
ça irait plus. Mais c'est une bonne suggestion. On va avoir un responsable du micro qui, au fur et à mesure que la présidente donne la parole, amène le micro donc à la personne. Intéressant au niveau du dispositif. Alors, Léa, comment on peut être à la fois gentil et sévère? Alors, pour être gentil et sévère à la fois, par exemple, on peut être très gentil, mais par exemple, imaginons qu'il y a un élève qui fait n'importe quoi, et donc ça va énerver l'instituteur ou l'institutrice qui va se mettre à devenir sévère. Donc pour moi, pour devenir sévère à gentil, quelque chose qui déclenche quelque chose qui énerve un peu l'instituteur ou l'institutrice. Tu as l'air de dire finalement qu'être gentil ou être sévère, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend de ce que font les élèves, etc. Donc on module, est-ce que ton idée c'est de dire que finalement on module, disons, son comportement, on adapte, disons, son comportement quand on est enseignant, suivant ce que font ou ne font pas, disons, les élèves, c'est ça ton idée? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on peut être gentil, de manière générale, mais intervenir à certains moments, quand un certain nombre de choses ne vont pas, par exemple le comportement, être gêneur, parler d'être gêneur, disons, tout à l'heure. Et alors, on pourrait dire par exemple que un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un, le mot n'a pas été prononcé, de bienveillant. Est-ce que vous connaissez ce mot ou est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous qui sont bienveillants? Pierre? Pour moi, être bienveillant, c'est ne pas forcément toujours râler sur la personne. Par exemple, être gentil, mais par contre, quand il dépasse les limites, le punir. C'est ça, être bienveillant. D'accord. Donc là, être bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des limites et il ne faut pas les dépasser. C'est ça? Mais là, c'est pas quand on est bienveillant, c'est quand on devient sévère. Si quelqu'un fait n'importe quoi, savoir lui dire stop. Oui. Et ça, c'est plutôt être sévère. La question qui avait été posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être finalement, disons, bienveillant. Là, on part de ce qu'on a dit. Un bon maître ou une bonne maîtresse, c'est quelqu'un qui est gentil. Je vous propose le mot bienveillant. Certains ont l'air de comprendre ce que ça veut dire. Et comment vous définissez finalement la bienveillance? Oriane. Oriane. Pour moi, être bienveillant, c'est quand on n'est pas tout le temps avec la même personne. Enfin, bienveillant, c'est être gentil et comprendre gentil, enfin, pouvoir comprendre les gens et surtout, C'est d'être gentil et de comprendre les enfants. Voilà, donc la bienveillance, c'est un effort, disons, de compréhension et c'est en même temps de la gentillesse. D'accord. Alors, et par ailleurs, vous disiez qu'à un moment donné, il faut accompagner les enfants quand ils ont des difficultés, des obstacles, etc. Mais qu'un bon maître, ça a été la première intervention qui a dit un bon maître, c'est celui qui fait apprendre, disons, ses élèves. C'est-à-dire donc, ça suppose une certaine exigence. Alors la question maintenant, disons, que je pose, qui est une autre façon de prendre gentil et sévère, comment peut-on être à la fois bienveillant vis-à-vis de ses élèves et exigeant vis-à-vis d'eux? À la fois bienveillant, gentil, et exigeant, c'est-à-dire bon, leur demander de donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment on peut être les deux à la fois? Manon. C'est un peu comme être gentil et sévère. Faut être du coup bienveillant quand c'est le moment d'être bienveillant, mais il faut être sévère quand c'est le moment d'être sévère. Un peu.
Donc c'est surtout le moment pour toi qui est important. Il y a un moment pour être bienveillant, et il y a un moment, disons, pour être exigeant. Mais être bienveillant et exigeant, ça ne nous apparaît pas quelque part un peu comme contradictoire, être à la fois bienveillant et exigeant. Parce que quand on est bienveillant, on accepte certaines choses, on est gentil, etc. Quand on est exigeant, on demande des efforts, etc. Donc, tension, là, quand même, quelque part. Alors, comment vous analysez ça? Lino. Tu as l'air d'avoir des idées sur la façon de circuler. Même un peu comme ça, si tu veux faire circuler. Isabella. Léno. Ouais. Alors explique-moi pourquoi être bienveillant et être exigeant, ces deux compétences du maître, de caractéristiques du maître, mais en quoi c'est contradictoire ou c'est pas contradictoire pour toi? Ben, je connais pas la définition de contradictoire en fait. Je sais pas ce que ça veut dire contradictoire. Ça va pas avec, quoi. C'est le contraire, quoi, si tu veux. Ça s'oppose. Ah oui. Et ben, je pense que c'est pas forcément contradictoire parce que être bienveillant, c'est qu'on peut accepter, des choses, mais à un moment on peut devenir exigeant et ça suffit des bêtises, travail. Quoi. Quand on est exigeant, on n'accepte pas n'importe quoi. C'est ça? Ben, quand on est exigeant, il faut quand même que l'élève travaille. Donc l'exigence, elle porte sur le travail de l'élève. Alors que bienveillance, c'est aussi sur le travail de l'élève, mais s'il fait des bêtises, on peut être plus... pas forcément, on peut accepter 2 ou 3 bêtises. Donc vous pouvez m'expliquer encore en quoi être bienveillant, ça s'oppose ou pas au fait d'être exigeant quand on est un bon maître ou une bonne maîtresse? Cormac. Pour moi, je trouve que ça ne va pas ensemble. Je vais revenir au sujet. Pour moi, bienveillant, c'est être dans un sens trop gentil et ne pas savoir les limites à, être gentil. Donc je dirais que être sévère, bienveillant, ça va pas ensemble. Pour moi, bienveillant, c'est pas spécialement une bonne chose. Ça dépend quelle partie tu peux utiliser, parce que bienveillant, tu peux, oui, veiller sur, faire attention que la personne ne se fait pas mal ou quelque chose, et puis être trop gentil, par exemple, il fait une bêtise. Oh non, ce n'est pas grave. Non, tu n'as pas fait exprès, c'est sa faute, même s'il voulait faire si faute, ça va patati. Donc, je dirais que ça va pas ensemble. Alors là, il y a une thèse, une affirmation, disons, bon, voilà, Cormac défend une thèse. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'il affirme? Que bienveillant et exigeant, ça va pas ensemble. Puisque bienveillant, c'est plutôt quelqu'un qui prend soin d'une personne, et exigeant, c'est quelqu'un qui dit, quand c'est pas, par exemple, quand un enfant fait une bêtise, c'est pas bien et le punir. Alors, il dit que ça va pas ensemble. Alors, il y a deux thèses contradictoires là, actuellement dans le groupe. Hein. Il y a Léno qui dit la bienveillance et l'exigence, hein, ça peut aller ensemble, hein, sans problème. Et Cormac qui dit non, c'est contradictoire. Ah, voilà. Là, on ne pense pas exactement la même chose. Alors, comment vous vous situez par rapport à ce débat entre Cormac et Léno, les deux thèses étant 1. Bienveillance et exigence sont contradictoires. 2. Bienveillance et exigence peuvent aller de pair, sont même complémentaires, etc. Comment vous situez les autres? Arthur. Voilà. Moi, je dis que je serais plutôt que Léno ait raison, parce que être bienveillant, c'est pas forcément être gentil. Être bienveillant, pour moi, c'est d'avoir des bonnes intentions. Donc, en quoi c'est différent de gentil?
Parce que de bonnes intentions qui veut aider les gens, par exemple. Pas quelqu'un de gentil, genre... Alors, en quoi ça s'articule bien, ça va bien avec l'exigence, selon toi? Parce que l'exigence, c'est aussi une forme de bienveillance. Parce que tu es exigeant avec ton élève, mais tu es exigeant pour qu'il apprenne, pour que quand il sera grand, il puisse se débrouiller tout seul parce qu'il a appris. Et pour moi, bienveillance et exigence, ça va très bien ensemble. Alors là, intéressant, hein? Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Bienveillance et exigence, ça aille ensemble, car être bienveillant et exigeant, c'est un peu pareil, puisque quand on est exigeant, c'est pour l'aider à apprendre, et c'est un peu la même forme de bienveillance. C'est intéressant parce que tu nous as dit finalement l'exigence est une forme de bienveillance, parce que précisément ça aide l'élève à donner le meilleur de lui-même, hein. Moi je le dirais un petit peu comme ça, c'est ça? Oui. Oriane. Tour de cou. Moi, je suis un peu entre les deux parce que c'est vrai qu'il y a des fois où c'est bien d'être gentil, etc. Mais il faut aussi des fois être un peu... il faut savoir cadrer en fait, c'est tout. Et savoir cadrer pour toi, c'est le contraire de la bienveillance? Pas forcément. Parce que on peut être bienveillant et savoir cadrer en même temps. D'accord. Peut-être encore une ou deux interventions. Pierre? 2 tours de... Faut aussi dire qu'il ne faut pas être bienveillant avec qu'un seul élève, mais avec tous les élèves. Et oui, exigence et bienveillance, pour moi, ça va bien ensemble parce qu'il faut exiger la bienveillance. Exiger la bienveillance, alors. L'exigence, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, et aussi une exigence du cœur, peut-être. Cormac. Il y a quand même pas mal de gens qui sont intervenus pour dire que ça pouvait être... ça pouvait aller ensemble, et que c'était pas forcément contradictoire. Est-ce que tu maintiens ton point de vue? Est-ce que tu aurais des arguments pour soutenir quand même ton point de vue? Ça, c'est Cormac. Tu tiens toujours ton point de vue? Oui, je tiens mon point de vue. Je tiens... comment dire? Je tiens toujours... Argumente-le. Oui, Montre-leur que tu as un point de vue. Attends, j'ai pas compris. Je tiens encore mon point de vue, mais quand je... comment dire? Je trouve que Oriane a raison avec... quand elle croit que les deux sont, comment dire, à peu près... je sais plus comment dire. Donc je trouve que Oriane a un peu raison, mais je trouve toujours que bienveillant, oui, ça peut être de bonnes actions, mais tu vois beaucoup d'histoires avec le mot bienveillance et en premier c'est du bienveillant, tu peux dire que c'est une bonne chose, mais j'ai lu dans beaucoup d'histoires, dans la plupart, on utilise bienveillant pour, je sais pas, une sorte de sorcière bienveillante, puis plus tard elle va te cuire dans un four. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce que nous avons dit? Nous en sommes, qu'est-ce que bon maître, qu'est-ce que une bonne maîtresse, qu'est-ce que mauvais maître, qu'est-ce que une mauvaise maîtresse, etc. Gentil, oui, mais quand même sévère. Bienveillant, oui, mais quand même exigeant. On teste un petit peu actuellement, donc, si c'est contradictoire ou si c'est complémentaire. Manon. Jean-Marc.
Maïari. Ce sera la dernière donc, intervention avant de demander à notre synthétiseur. Ou Manon. Comment tu te situes là par rapport à tout ce qui a été dit? Je trouve que du coup, il y en a aussi pas trop. On a surtout parlé de la bienveillance, de la gentillesse, etc. Mais je crois qu'il y a un sujet un peu qu'on a oublié pour le mauvais et la bonne. Un mauvais maître et une mauvaise maîtresse. Je trouve que c'est aussi pas, par exemple, t'afficher devant toute la classe, pas te faire honte, parce que, par exemple, t'as fait une erreur et elle te demande de te lever pour aller la dire devant tout le monde. Ça te fait perdre confiance en toi, donc tu vas continuer à stresser, tu vas plus vouloir travailler, tu vas un peu entrer dans une sorte de dépression. Donc, Et alors là, le bon maître ou la bonne maîtresse, c'est quoi dans le cas d'un élève stressé comme ça, etc. Dans le bon maître et la bonne maîtresse, c'est une personne qui va essayer de t'aider à trouver une solution pour, par exemple, arrêter que tu fasses ces erreurs-là, et aussi de t'aider à faire à essayer de faire moins d'erreurs dans ce que tu fais. Et si tu as des erreurs, par exemple, si c'est des grosses erreurs, elle peut te prendre à part et t'expliquer vraiment ce que c'est. Par exemple, tu sais pas comment faire une division, elle va t'expliquer avec plusieurs choses pour éviter que tu te retrompes avec les mêmes erreurs. Alors, sur l'articulation entre bienveillance et exigence, qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant? C'est qu'elle va t'accompagner à t'aider dans ce que tu as du mal à faire, une maîtresse. Et si c'est une mauvaise maîtresse, souvent, ça va, justement, elle va te demander de te lever devant tout le monde et de dire « Ah, t'as fait une erreur ». Et donc, toi, ça va te déséquilibrer parce que tu ne te sens pas à l'aise. D'accord, merci. Alors, Gabriel, qui est notre secrétaire de séance, notre synthétiseur, là, tu peux nous dire un petit peu ce qu'on a dit dans cette deuxième partie, les idées essentielles? C'est pas grave, vas-y. C'est quoi un mauvais maître? C'est un maître qui font du favoritisme et ne comprennent pas les élèves. Ils ont des chouchous et donnent des punitions pour rien. Et ils détestent les enfants et les torturent et les glaciers électriques. Et ils ne s'intéressent qu'à l'argent et n'aiment pas leur faire apprendre des choses. Et ils n'ont pas forcément fait de l'étude pour ça. Et parfois, il veut devenir directeur pour détruire l'école. En attaquant. Vas-y, termine, Gabriel. Un mauvais maître gâche le bonheur des enfants en critiquant un texte drôle et les 3 quarts de la classe passent de rire à j'aime pas. Les mauvais maîtres sont malveillants avec des intentions sombres, mettent des fils électriques de la tête, des piqûres sur le visage. Un mauvais maître et maîtresse sont soit trop durs, soit ne donnent pas de punition. Un mauvais maître n'est pas bienveillant ou il est trop exigeant et dur. Ils sont partials et qui s'occupent d'une personne ou s'occupent des plus forts et laissent pourrir les enfants nuls. Un mauvais maître met la pression sur les élèves et les humilie. Merci.
Merci Gabriel. Alors c'est intéressant de voir comment tu as fait un peu ta synthèse. Hein. En ajoutant de temps en temps un peu des choses ou des mots qui n'avaient pas été prononcés, mais bon, que tu as dit à ta façon. Alors dans cette dernière phase, on va essayer, disons, un peu d'analyser ce que nous avons vécu donc, ensemble, avec un certain nombre, disons, de rôles. Les présidentes Manon et Zélie, est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment vous avez vécu, alors on fait passer le micro, on donnera la parole aux observateurs à la fin. Oui. Alors la question c'est comment tu as vécu ta fonction de présidente? Est-ce que tu as été confrontée à des difficultés? Est-ce que c'était facile ou pas? Comment tu as vécu ça? Et puis peut-être quelles compétences aussi ça développe J'ai pas eu beaucoup de difficultés, c'était bien. Et aussi j'ai remarqué qu'il y a des enfants qui parlaient pas beaucoup. Par exemple, moi j'ai fait que la première truc, et sur la première truc il y avait Eleonore qui parlait pas beaucoup, Elena. Donc et en classe, je sais pas si c'est par exemple la timidité, mais en classe moi dans mon groupe on parlait beaucoup, et je trouve que là comparé à l'école, on n'a pas spécialement parlé, les personnes qui parlaient beaucoup pas trop parlé. Tu avais peut-être donc sur ta fiche, c'est la même ou... Non, c'est la même. Ah, c'est la même, donc on demandera à Zélie, alors d'accord, ok. Oui, alors, donc Zélie, tu peux nous dire, tu viens d'être présidente, bon, comment ça se passe, présidente? C'est pas très difficile, on a juste à donner la parole. Faut pas donner la parole tout le temps à la même personne. Et il faut être juste, oui. Il faut être impartial, il faut être neutre, oui. Comme une maîtresse. On va dire, qu'est-ce que c'est qu'un bon président ou une bonne présidente? Oui, vas-y. Et aussi, j'ai remarqué que Lucas parlait pas beaucoup, et Léonore. Voilà. D'accord. Tu peux nous dire, voilà, tu nous dis simplement l'élève qui a parlé le moins, combien de fois il a parlé, et l'élève qui a parlé le plus, combien de fois il a parlé? Tu nous le dis? Lucas il a parlé une fois, Cormac il a parlé 4 fois, Isabella 4 fois. Et moi. D'accord, très bien. Alors si vous voulez savoir combien de fois vous êtes intervenu, donc vous venez là. Donc ce qu'on observe, c'est que 1, tout le monde a parlé, 2, qu'il y a des élèves qui ont moins parlé que d'autres, mais que les élèves qui ont le plus parlé n'ont pas parlé énormément de fois, puisque le maximum c'est 5, 4 ou 5. D'accord. Alors maintenant, donc les reformulateurs, là. Alors Lucas, oui. Tu as peut-être quelque chose à dire sur ta fonction de reformulation. Est-ce que c'est difficile finalement de comprendre ce que disent donc les camarades? Est-ce que c'est difficile après de le redire ou pas? Comment tu as vécu ça, la reformulation? Je trouve que c'est un peu dur parce qu'il faut comprendre ce que disent les autres, et peut-être qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas, comme moi. Et donc il faut comprendre ce que disent les autres. Et voilà. Il faut comprendre ce que disent. Ça c'est difficile quand on est reformulateur, il faut bien écouter à ce moment-là. Et en même temps, il faut aussi les entendre physiquement. Hein. Et une fois, tu n'as pas pu reformuler parce que tu n'avais pas entendu. Hein. D'accord. Juliette? C'est quand même, je suis d'accord avec Lucas, c'est quand même dur parce qu'on ne pense pas la même chose. Alors c'est des fois un peu dur de reformuler exactement la même chose. Donc voilà, c'est quand même un peu dur. Donc vous confirmez tous les deux qu'être reformulateur, c'est difficile. Oui. Hein, parce qu'il faut être très attentif à ce que les autres disent, essayer de les entendre physiquement, comprendre aussi ce qu'ils disent, et ça peut être très, très, très difficile. D'accord? Alors les secrétaires, là. Arthur puis Gabriel. Arthur, donc tu étais secrétaire, est-ce que tu as trouvé que c'était un métier difficile? C'était à la fois simple
et à la fois difficile. Alors explique-nous. Parce que, en fait, il y a certains moments où les choses importantes à écrire s'enchaînent et on n'a pas le temps de tout écrire. Ça va trop vite. Oui, voilà. Et c'est à la fois simple parce que de temps en temps, il y a des choses qui se répètent, donc on n'est pas obligé de tout réécrire. Mais c'est pas un métier simple. Est-ce que le fait qu'il y ait un reformulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui redit ce qui vient d'être dit, ça t'aide en tant que synthétiseur? Oui, ça m'aidait un peu, parce qu'il y a certains mots que je ne comprenais pas, mais qui se comprenaient mieux avec le reformulateur. D'accord. Ok. Moi, je trouve que faire le métier du secrétaire, c'est en même temps bien et c'est aussi un peu difficile parce que comme le dit Arthur, parfois les autres ils vont un peu trop vite. Mais le truc qui est bien, c'est que je peux glisser un peu d'humour à l'intérieur. Un peu, énormément. Un peu. Il a Oui, pourquoi l'humour, c'est quelque chose qui te semble important, comme dans les synthétiseurs? Parce que parfois, il y a des gens qui préfèrent quand il y a de l'humour et qui écoutent mieux quand il y a de l'humour que quand c'est sérieux. Donc les synthétiseurs qui cherchent à vraiment accrocher les gens à qui ils parlent. Hein. Et donc l'humour, c'est un moyen d'accrocher, quoi. En tant que synthétiseur. D'accord, très bien. Et alors nous avions des... un peu plus populaire. L'humour est populaire. Comme la philosophie qu'on essaye de rendre populaire. Hein. Et puis nous avions donc des observateurs. Alors, il y avait Oriane, puis Isabella. Oriane. Alors, tu étais observatrice dans la première partie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, que tu voudrais nous dire? J'ai vu que les présidents, la présidente, les deux présidentes du coup, elles étaient bien. Du coup, Manon, elle était bien quand j'étais observatrice. Elle interrogeait les gens qui avaient moins parlé en préférence. Et c'est intéressant, donner la parole à ceux qui ont le moins parlé. Bien vu, Aurélie. Et du coup, j'ai aussi vu que le reformulateur avait... il y avait des fois où il écoutait bien, mais il n'entendait pas. Donc, en soi, il a bien fait le métier. Et tu te souviens, par exemple, quand Lucas n'a pas pu reformuler parce qu'il n'avait pas entendu ce qui avait été dit. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a juste demandé de redire, quelqu'un de redire à peu près ce qu'il a dit, ce que la personne avait dit. Et voilà, c'est-à-dire en pratique l'entraide hein, oui. À l'intérieur du groupe. Okay. Et du coup, au final, ça s'est bien passé. Très bien. Oui. Alors, Isabella. J'ai vu que Zélie, elle faisait bien son métier de présidente parce qu'elle interrogeait bien chaque personne qui n'avait pas beaucoup parlé. Mais c'était un peu dur le métier parce que quelquefois tu as envie de parler mais tu peux pas. Donc c'est un peu dur. D'ailleurs, moi j'avais tellement envie de parler au bout d'un moment, je pouvais pas. Mais sinon, à part ça, c'était assez simple. Et je trouve que ça s'est assez bien déroulé. Et que. Voilà. Est-ce que tu penses que si tu avais parlé, si tu étais participante, tu aurais dit ce que tu viens de dire maintenant? Est-ce que, par exemple, le fait de participer fait que on ne voit pas un peu un certain nombre de choses qui se passent? Alors que là, tu nous as donné quelques éléments. Hein? C'est-à-dire que si tu étais participante, tu n'aurais pas regardé, par exemple, la façon dont Zélie, disons, elle anime le groupe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des observateurs.
bien comprendre finalement comment tout est en train de se passer. Voilà. Est-ce que... Oui? C'est juste, j'aimerais bien déjà inclure sur le deuxième sujet. Oui, vas-y. Bah, pour moi, un mauvais maître, c'est un maître qui est beaucoup trop gentil, qui est gentil avec tout le monde, qui à chaque fois que quelqu'un a une bonne note, lui donne par exemple un bonbon, parce que oui, mais c'est bien, parce que t'aimes bien que les gens soient gentils avec toi, mais c'est pas un bon maître pour moi. Parce que pour moi, un bon maître, c'est pas forcément être un maître méchant qui torture les gens et tout, c'est aussi être un maître trop gentil avec les élèves. D'accord. Tu vois que quand même tu as pu dire maintenant ton point de vue. Et c'est très important ça, parce que de temps en temps, par exemple, ce que je fais, c'est que je demande aux élèves qui n'avaient pas le droit de parler, le président, la reformulatrice, les observateurs, les sympathisants, de dire leur point de vue. C'est ce que j'appelle faire un petit peu un tour des muets institutionnels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit de parler, mais qui vont aller envie certainement de dire un certain nombre de choses. Voilà. Ben, il me reste moi-même donc à vous remercier de votre participation très intéressante. Et moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'est un bon maître ou une bonne maîtresse à mauvais. Parce que moi je suis plus. C'est très longtemps, je ne suis plus un enfant. Moi j'aime bien discuter avec les enfants parce que je ne suis plus un enfant. Et à ce moment-là, les enfants m'apprennent beaucoup de choses. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup.